Mesdames et messieurs, merci de suivre Carrefour d'analyse, votre et notre magazine de décryptage des grandes questions d'actualité au menu. On va revenir sur les divergences de vues qui continuent de persister entre les confessions religieuses à propos de la désignation de deux candidats devant les représenter au niveau de la Commission électorale nationale indépendante et plus particulièrement au niveau de la présidence de la CENI. Les 6 confessions religieuses ayant déposé le PV avec le nom de Denis Kadima, celui-ci n'est pas du tout accepté par la CENCO, mais aussi par l'Église du Christ au Congo. C'est on va revenir dans ce magazine, et dans la queue de ce magazine, on va également faire le point sur le bilan mieux de son premier jour de Sama Lukonde à la tête du gouvernement congolais en tant que Premier ministre. C'est le groupe de ce magazine qui reçoit 3 invités avec comme représentant de l'Union sacrée, l'UDPS, le parti présidentiel, Dr Bergeron. Merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup, M. José. Merci à tous mes co-débatteurs qui seront avec nous sur le plateau. Et je salue également tout le peuple congolais qui nous suit à ces moments, puisque c'est les Congolais qui nous aiment bien, aimer le Congo et les Congolais. Voilà, merci Dr Bergeron. Nous avons M. Jérémy. Nous le recevons comme étant acteur de la société civile. Merci de participer à ce magazine. Merci Monsieur José. Je dis bonsoir également à mes co-débatteurs et je salue en passant les téléspectateurs qui nous suivent. J'espère qu'on sera le plus pédagogique possible. Voilà, John Mbangou est avec nous. Il est, comme on a coutume de l'appeler, résistant. Merci d'accepter notre magazine comme participant. C'est nous qui vous remercions parce que nous avons un grand sentiment d'honneur du fait que nous sommes invités pour éclairer la lanterne de nos compatriotes qui nous suivent en ce moment, que nous saluons, tout en saluant nos co-débatteurs de ces jours. Bien, avec vous, M. John Mbangou, on va justement poser les jalons de ce magazine par la première question qui concerne le blocage qui persiste entre les confessions religieuses, même si aujourd'hui la balle reste dans le camp de l'Assemblée nationale, notamment son président, d'aligner ou de ne pas aligner ou de ne pas envoyer ou d'envoyer tous ces dossiers au niveau de la commission PAG avant l'enterrement. Eh bien, c'est quoi votre lecture par rapport à ce blocage? Comme on ne cesse de le dire, depuis que M. Tshisekedi est arrivé à la tête de la République, toutes les institutions nagent dans la bouillabaisse. Et c'est le cas maintenant avec la CENI qu'on veut nous imposer, une CENI politique et politisée. Nous avons eu le temps de suivre les uns et les autres qui ont accès aux discussions au niveau national pour dire les confessions religieuses. Et lorsque nous avons suivi les représentants de l'Église du Christ au Congo, pas si longtemps qu'hier, sur Radio France. Voilà, sur Radio France Internationale, nous avons été éclairés parce qu'il y a tout un panier de mensonges que les gens qui sont en train de soutenir Kadima étaient en train de lancer dans l'opinion. Et heureusement, il y a quelqu'un qui nous a donné les vrais éclairages. Et en les suivant, nous avons compris que, d'ailleurs, les critères étaient déjà établis avant même pour parler, avant même les rencontres. Et parmi les critères, il était dit qu'un candidat sur qui pèserait les soupçons d'être inféodé à un camp politique d'office doit être écarté ou encore éliminé de la course. Et encore la chose qui a fait que Kadima soit qualifié comme étant un produit, pardon, comme un produit du camp de M. Tshisekedi, c'est le fait que lorsque les confessions religieuses ou encore les chefs religieux se sont mis à pouvoir réfléchir pour voir comment choisir quelqu'un qui va être président de la CENI, il y a eu les gens qui les ont menacés. Et les chefs de confessions religieuses qui ont témoigné des menaces qu'ils ont subies l'ont fait devant leur père. Et leurs témoignages existent sur les audios. Ça,
c'est le représentant de l'église du Christ au Congo qui l'a dit. Les témoignages existent sur les audios. La version de M. Eric Senga, c'est cela la vérité selon vous, parce que quand vous interrogez l'autre aile, on va vous dire que c'est les Cissé Lasenko qui ont embrouillé les choses parce qu'ils étaient déjà au niveau du dernier candidat, ça veut dire avec les deux candidats qui étaient restés. Non, vous savez, là qu'il y a eu le désordre. L'autre aile est tout simplement, l'autre aile est composée tout simplement des gens qui sont versatiles. Les gens qui peuvent facilement réfléchir face au billet vert, face au jeep ou encore face à toute corruption qui peut se présenter devant eux. Et ça se fait dans un seul objectif, lequel maintenir, quoi qu'il en soit, M. Tshisekedi à la tête de la République sans la volonté des Congolais. C'est pourquoi l'Église catholique est là en train de représenter les Congolais et l'Église du Christ au Congo pour empêcher cette mésaventure des mauvais. C'est le décor, docteur Bergeron. Je vous donne la parole, votre réaction par rapport aux avis de votre co-débatteur, mais aussi c'est quoi votre lecture par rapport à ce blocage au niveau du choix du candidat président de la CENI. Merci beaucoup. José, vous comprendrez tous les peuples congolais en train de nous suivre. Nous pensons que le peuple, souvent les acteurs que nous avons ont du mal à distinguer certaines choses. Puisqu'il y a ce qu'on appelle l'opinion et ce qu'on appelle le mensonge. L'opinion, elle est fondée sur les principes, elle est fondée sur les valeurs morales. Alors que le mensonge, c'est fondé sur les antivaleurs. La sélection au niveau des confessions religieuses, c'est ce que nous avons appelé la présélection. Puisque auparavant, il faudrait que chaque confession religieuse puisse s'amener avec autant de candidats. Et les représentants des confessions religieuses se sont trouvés que non, ça ne sera pas bon. Il faudrait que chaque confession religieuse, à son niveau, puisse faire ce que nous avons appelé la présélection, donc la présélection. Et chaque confession religieuse a présélectionné un candidat. Et on a mené ces candidats au niveau de la plateforme de confession religieuse pour trouver celui qui devrait être choisi pour remplacer Corneille. Nous savons très bien que dans toute compétition du monde entier, lorsqu'on va à une compétition, les critériums sont définis avant même la compétition. Avant le début de la rencontre. On ne peut pas. Vous commencez la compétition avec un autre critérium, vous arrivez à court de jeu, vous créez d'autres critères. Donc, s'il fallait écarter M. Quasiment, on devait l'écarter déjà au début. Au début de la compétition. Proche du pouvoir, on le reproche d'être un rôle de discussion qui dit président de la République. C'est clair, docteur Bergeron. Non, attendons-nous. C'est pourquoi j'ai commencé par vous définir ce qui c'est une opinion et un mensonge. Nous ne pouvons pas accepter que la République démocratique du Congo puisse être amenée dans le dérive par la volonté d'un seul individu. Et cet individu qui est le patron, qui est les porte-étendards de notre camp, ça ne va pas passer. Nous voulons éclairer vraiment le peuple congolais dans cette matière. Et quand on commence cette compétition, en ayant déjà défini les critères, nous devons observer ce qui se passe. Et on a éliminé autant de candidats. Kadima était toujours là. On n'a pas dit quoi que ce soit. Donc on vous s'il y avait des gens, pour vous, on veut l'éliminer en finale, c'est ça? Attendons-nous. S'il y avait quelque chose de mal, ça fait se dire déjà dès le départ. Mais les gens ne connaissaient pas ce que Kadima représentait sur le plan intellect, sur le plan compétence. Ces qualités n'ont pas été remises en cause. C'est plutôt le fait qu'il soit proche du président de la République. Mais, monsieur José, qu'il ne soit pas indépendant dans sa prise de décision. Mais, monsieur José, dans son caractère de neutralité qu'il doit revêtir. Soyons logiques et soyons normaux. Ce qui fait la force de l'État, ce sont les lois de la République. Est-ce que nous pouvons tailler le président de la CENI par rapport à Félix Antoine Tshisekedi? Bien que ce dernier peut être candidat en 2023, mais rassurez-vous, peu importe n'importe quel candidat que vous allez choisir, qu'il soit président de la CENI, les moments venus où les gens vont déposer des candidatures, il y aura aussi des candidats
qui seront peut-être de la même famille que le président que vous allez mettre. Donc vous comprenez que ce n'est pas une vérité, c'est caché derrière sa propre mère. Sur la même question, M. Jérémy, je rappelle que vous êtes non seulement dans ce film, mais analyste de questions politiques à ce titre. C'est quoi le décor que vous commentez par rapport à ces divergences qui semblent finir entre les confessions religieuses, des divergences qui ont même transplanté les limites qui vont maintenant entre les acteurs politiques? Sur la même question, bien entendu. Certainement. Moi, je pense qu'on va plus disséquer la scène, la problématique, et lire aussi entre les lignes que chercher à peindre sommairement la situation telle qu'elle est. Je pense que c'est pour cela qu'on nous appelle analystes. Je voudrais dire, premièrement, que nous sommes dans la situation Ronsard Malonda bis, mais avec changement de fusil d'épaule. Ronsard Malonda, qui, sa nomination en gros sur l'élection à la tête de la CENI, contestée. Pourquoi? Parce qu'il aurait des accointances avec le régime passé, avec le FCC. Et pour des acteurs politiques qui sont au pouvoir actuel, c'était inadmissible qu'un Ronsard Malonda, qui serait dans une sorte de conurbation avec le FCC, puisse être président de la CENI, ce qui pour eux représenterait un grand danger pour le régime en place. Et voilà combien les faits nous défient. Nous sommes dans une situation de Denis Kadima qui, à son tour, aurait des accointances avec le pouvoir en place. Mais maintenant, ce qui est bouleversant et ce qui prouve que les acteurs politiques congolais n'éveillent que sur leurs propres intérêts, c'est le fait de voir le pouvoir en place essayer indirectement et astucieusement le soutenir. Alors que pour Ronsard Malonda, pour les mêmes causes presque, on disait au fond que ça devait être inadmissible. Voilà ce qui prouve au fond, à mon sens, qu'il n'y a pas de changement entre le régime passé et le régime actuel. Nous sommes dans une continuation. Deuxièmement, c'est renversant si un tas d'élus d'EPES pourrait s'étonner du fait que Ronsard Malonda a été débouté juste à mi-chemin. Rappelez-vous, je l'ai dit dernièrement sur ce plateau, à Genève, on a vu un UDPS qui, avec ce fameux yoga base, a eu repoussé effectivement juste à mi-chemin alors qu'il y avait des accords auparavant. Après Genève, nous sommes à Nairobi avec Vital Kamerhe, qui a que dans l'UDPS. Mais qu'est-ce qu'on a fait de Vital Kamerhe? Astucieusement parlant. Donc pour dire. On a fait quoi de Kamerhe? Kamerhe, je me rappelle à mon sens d'un procès politique parce que le juridique repose sur des preuves, il n'y en avait pas. Pourquoi je dis que c'était politique? On nous a sorti un détournement intellectuel qui n'a aucune référence dans le code pénal congolais. C'est ce qui me prouve à mon sens que c'était un procès assez politisé. Alors, qui justifie le fait de Genève, certainement, on est à Nairobi. Finalement, c'est quoi le lien avec la question Kadima? Qu'est-ce que je dis? C'est parce que des cas de l'UDPS s'étonnent. Est-ce qu'on a cheminé avec Kadima et arrivé à un moment, l'église catholique, la CENCO, on veut le garder? En finale. Certainement. Donc il ne faudrait pas qu'avec un passé comme ça, Genève, Nairobi, FCC, mariage chassé, et qu'on s'étonne, Ronsard Malonda, qu'on s'étonne de ce qu'on a commencé avec Kadima il y a longtemps. Mais vous êtes mal placé pour vous étonner parce que c'est votre caractère également. Pour chuter, parce que vous avez dit que c'est l'effort qu'on est en train de planter. Vous savez, j'ai dit au fond que ça prouve que nous sommes maintenant dans un état assez mature. Pourquoi? Parce que avant, c'était l'institution des Goïmulunda, Apollinaire Nanga. Au fond, nous nous sentions à l'époque dans un régime, à mon sens, assez totalitaire, qui ne prenait pas sportivement les contradictions des autres acteurs politiques. Et aujourd'hui, c'est une grande prise de responsabilité. Avec l'Église catholique qui s'assume, je ne parlerai pas de l'ECC, mais je parle de l'Église catholique qui a une place de marche. Chaque fois que l'Église catholique s'assume dans ce terme, rappelez-vous, avec Corée, l'Église catholique n'avait pas prouvé. Certainement. A dirigé la CENI. Avec Kadima, la même chose. Avec Daniel Goïmulunda. Certainement. Donc ça devient une coutume, une habitude. Le président qui est choisi par la CENI ne sera pas du tout accepté par l'Église catholique, mais quand même il va passer. Oui, c'est ce qui passe. Certainement. Mais pour preuve, on a jugé des autres résultats passés 2006, 2011, 2018, que ce résultat n'était pas assez tangible. On va dire au fond que l'Église catholique, pour laquelle j'ai beaucoup de respect, avait raison. Et cette Église, moi je pense qu'à mon sens, est la sentinelle du peuple congolais, et nous devons l'accepter.
Voilà, alors M. John Mango, votre co-débatteur juridique, il parle connaît à une situation de continuité en termes de débat autour du choix du candidat devant assumer une responsabilité au niveau de la CENI. C'est quoi la finalité? Simplement la neutralité ou le fait pour des acteurs politiques déplacer des gens qui seraient à leur obéissance ou de leur côté en quelque sorte? Merci. Mon co-débatteur, quand il parle de la continuité, il a totalement raison. Et nous, quand nous observons avec les lunettes politiques, on trouve qu'il n'est pas question tout simplement de la continuité. C'est ce qu'elle est en train de faire reculer la République sur tous les plans. Et je ne comprends pas comment l'homme de l'UDPS peut si facilement oublier une histoire qui s'est passée il y a à peine quelques mois. Quand il veut défendre Kadima sur ces plateaux, en disant que non, les critères ont été établis avant et en plein processus, on ne peut pas les réquiser. Mais écoutez, heureusement, mon co-débatteur de la société civile l'a remis sur le bon chemin. En lui disant ceci, Malonda était même entériné par l'Assemblée nationale. Et nous l'avons réquisé. Or, Kadima aujourd'hui n'est même pas encore entériné. Et lorsque nous voyons la façon dont l'UDPS soutient Kadima, même un homme qui est encore fou sur la rue avec ses longs cheveux, sans que Kadima doit être membre de l'UDPS. Pourquoi? C'est parce que... Ça ne peut pas se comprendre. Ça ne peut pas se comprendre. Donc, les gens de l'UDPS ne peuvent pas s'exprimer, ils sont libres. Non, ils sont libres de s'exprimer. Ils sont libres de s'exprimer. Mais la façon dont ils portent Kadima... Donc ça prouve qu'il y a des acquaintances. Pas seulement des acquaintances. On dirait Kadima, c'est un bébé issu de la grossesse UDPS. Alors, c'est quoi la façon dont... Monsieur Mangou, c'est quoi que vous reprochez à Kadima? Sur le plan de compétences, les 8 confessions religieuses sont tombées d'accord que c'est, pour ne pas dire le seul qui a un CV sérieux au niveau du candidat. C'est quoi que vous lui reprochez? Non, écoutez, s'il était question simplement de la compétence, Malonda ne serait pas réquisé. Malonda est dans la série depuis 2006, si je ne me trompe pas. Il a une expérience de plus de 15 ans en matière électorale. Comme nous avons déjà l'idée selon laquelle Malonda est un homme qui reste encore inféodé au régime passé. On ne pouvait pas le laisser passer. Ce qui fait que nous refusions les gens qui ont des acquaintances avec les partis ou encore les groupes politiques. C'est le fait que nous avons déjà une mauvaise expérience. Depuis que nous avons connu les cycles électoraux, ça fait déjà 2006, 2011 et 2018, de manière générale, à 90%, voire 95%, les gens qu'on nous produit comme étant les élus du peuple sont déjà fabriqués dans les labos de la CENI. Et qui fabrique ces gens-là? C'est tout simplement les membres de la CENI qui sont là et qui répondent aux ordres de ceux-là qui les placent là. Qui répondent aux dictats des régimes politiques. Et c'est pourquoi vous trouverez que malgré les processus électoraux que nous sommes en train d'organiser, le pays est en train de s'enfoncer encore dans le gouffre. Et quand vous voyez le comportement des élus qu'on peut avoir au niveau national, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, voire même au niveau provincial, pour parler des assemblées provinciales, nous trouverons que nous avons affaire aux gens qui sont là pour bouffer l'argent de la République. Et on les comprend facilement. Ils sont arrivés là par des voies mafieuses. Ce sont de grands mafieux de manière générale. Rares sont ceux-là qui sont arrivés là par la volonté du peuple. Et c'est pourquoi vous allez trouver que Tshisekedi, même si je n'ai jamais été d'accord avec lui sur ce point-là, il m'avait rejoint. Quand il était à l'Est, il avait qualifié même le Sénat d'une chambre de mafieux, où la mafia se passe à haut niveau, et pas seulement le Sénat. Si nous aurons l'Assemblée nationale, c'est la même chose. Pas seulement l'Assemblée nationale. Si nous aurons la présidence, on ne peut pas l'épargner. Ce sont les oiseaux de même plumage.
situation à ce stade où les différences persistent, vous ne voyez pas qu'on est plutôt dans le débat de personnalité et non des principes aujourd'hui au sein de la classe politique congolaise, mais aussi au sein de l'UDPS, où on a l'impression que c'est plus la personne de Kadima qui est défendue et non des principes qui doivent régir cette institution d'appui à la démocratie qui doit briller, notamment par la neutralité pour réaliser des élections qui puissent convaincre tout le Congolais. Monsieur José, je dois vous dire d'entrée de jeu que dans une situation d'injustice, on n'est jamais maître. Dans une situation d'injustice, si vous vous dites que vous êtes maître, c'est que vous êtes du côté de l'oppresseur. Je voudrais tout simplement faire revenir mon ami de la société civile un peu en arrière. Comprendre la différence, la dichotomie qui existe entre le cas Kadima et le cas Ossar Malonda. C'est quoi la différence? Voilà. Le cas Ossar Malonda, les frontières de troubles, ça a commencé au niveau des confessions religieuses. C'est-à-dire que les autres candidats n'ont pas participé au débat. Ils ont été écartés. Ils ont été écartés avant le match. Qui avait été écarté du même. Donc vous comprenez que lorsque on a envoyé le nom de celui qui était choisi, Ossar Malonda, il n'y avait pas de PV. C'est pour ça que vous constatez. Comme quelqu'un de l'église qui m'a dit. Mais au niveau de Kamba, on ne connaissait pas. C'était plutôt le représentant de l'église qui m'a dit. Donc ça veut dire que c'est comme ça même quand le président prend son ordonnance pour refuser l'entérinement de Malonda, il vous dit que la présidente de l'Assemblée nationale à son temps, Janine Mabunda, n'avait pas envoyé même le PV pour qu'on puisse étudier les modes, le schéma qui a mené Ossar Malonda à être président de la CENI. C'est ainsi que vous avez vu le peuple congolais a parlé dans la rue. Vous parlez de militants de l'UDPS? Non, pas militants de l'UDPS. C'est pas ce que je comprends. Quand le peuple s'exprime, vous dites que c'est l'UDPS. Bon, admettons que le peuple congolais, de manière unanime, est composé par l'UDPS. Là, c'était pour répondre à mon ami de la société civile. Vous allez comprendre que les législateurs congolais étaient très intelligents. Puisqu'ils savaient que ces gens ici ne pourront jamais se mettre d'accord, ne pourront jamais se mettre ensemble. Puisque si aujourd'hui nous avons l'église protestante, nous avons l'église de réveil et consorts, c'est puisque ces gens-là se sont protestés contre les catholiques. Dans leur monarchie. On est dans le choix de candidat, deux procédures. Le consensus, allons-y, le consensus ou le vote. Dès lors qu'il n'y a pas de consensus, automatiquement la confession de dépasser au vote. Mais c'est ce qui est dit même dans la charte de confession religieuse. Que lorsque le consensus manque, nous devons aller aux élections. Comment on mais va vous faire avec un candidat qui est récusé? Mais il est récusé, M. José, soyons quand même logique. C'est pourquoi je vous ai dit, ne prenons pas les mensonges comme opinion. Ne prenons pas mensonges comme opinion. Il est récusé par rapport. Qu'on nous présente des preuves. Si on dit aujourd'hui, nous attendons. Rapprochement avec le parti présidentiel. Il est rapproché puisqu'il est Kadima. Non, c'est pas ça. Oui, attendons-nous. Non, puisque attendons-nous. À part le fait de la géopolitique, mais non. plutôt À part non. de rapprochement. Mais c'est José, nous sommes avec vous sur le plateau. Vous êtes bon. Chacun 3 minutes. Chacun 3 minutes. Vous connaissez davantage le temps. Merci beaucoup. Vous êtes journaliste d'investigation. Nous sommes avec vous sur le plateau ici. En dehors d'être Denis Kadima, comme ressortissant du Kassai, il est notre compatriote congolais et ne récidivez plus. Ce n'est pas une question de la géopolitique. Arrêtez avec ce discours-là. Je suis en train de non, pas dans les antivaleurs. Je vous accorde votre temps de parole. Il est notre compatriotre congolais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'on reste dans une question de géopolitique. Allons dans le débat sur le nationalisme. Allez-y. Mais c'est ce que je vous dis. Je vous ai dit tantôt ici qu'on nous montre seulement une seule preuve. Puisque là-bas est clair. Lorsqu'on envoie des confessions religieuses pour aller choisir un candidat, ou celui qui doit remplacer Malonda, il devrait travailler sur base des lois de la République. Est-ce que Malonda était-il membre de l'UDPS? Pour qu'on dise que, comme le président est issu de l'UDPS, il y a un rapprochement entre Kadima et Malonda a été reproché d'être proche. Non, Malonda, je vous ai dit. Non, ça c'est vous qui le dites. Mais moi je vous ai donné la raison pour laquelle. C'est ça la confession religieuse. Non. Je vous ai donné la raison pour laquelle
Malonga, le cas de Malonga n'a pas été entériné. C'est par rapport au processus de sa désignation. Alors, il y a eu beaucoup d'imperfections. Il y a eu beaucoup l'actuel processus qui a conduit à la désignation de Kadima. Dans le processus qui a conduit à la désignation de Kadima, il n'y a pas eu de problème. Du début à la fin. Il est récupéré sans problème. Attends-nous. Mais quand je ne vais pas me faire d'entrer dans cette vidéo. Puisque vous êtes un héroïque, je ne peux pas suivre l'héroïque. J'ai besoin de parler au peuple congolais. J'ai besoin de parler au peuple congolais. Merci beaucoup. On est clair avec un discours de vous comprenez que le cas de Denis Kadima a été désigné en bonne et due forme. C'est après la désignation que votre secrétaire de la SEMBO, mais ça veut choler. Qui va émettre de l'autre part, je ne saurais pas signer les PV maintenant. Donnez-moi le temps de pouvoir vérifier. C'est ainsi qu'il n'a pas signé le PV. C'est quoi la conséquence selon vous, M. Jérémy, du fait qu'il n'y a eu que 6 confessions qui ont signé le PV pour désigner Kadima et les 2 autres l'ont récusé, mais par rapport au poids de LCC et Senko, c'est quoi la lecture que vous avez à ce niveau-là? Bon, moi je pense que la lecture, c'est qu'on va plus s'appliquer à la loi de la majorité, c'est qu'il y a 6 confessions contre 2. Je suis en train de craindre qu'on joue avec les arrière-portes, parce que d'ailleurs, je vais rapidement faire une petite parenthèse pour la refermer par la suite, c'est que quand, je l'ai dit d'entrée des jeux, quand on veut analyser, il ne faut pas faire la lecture superficielle, au fond, il faut plus en comprendre les motivations. Parce qu'en politique, on joue facilement avec les arrière-portes, vous voyez au fond. C'est que si vous cherchez à me contredire relativement à la situation Ronsard Malonga et Denis Kadima aujourd'hui, et que vous vous basez sur le visible, alors qu'on vous parle des accointances, alors qu'on vous parle de la réputation, alors qu'on vous parle au fond de l'indépendance, c'est très bien dit d'ailleurs, et qu'à la télé, je pense qu'on ne doit pas plus, j'ai senti, je ne me mets pas dans une sorte d'attaque personnelle, on ne doit pas être léger, au fond, on doit faire des analyses assez nationalistes et constructives, à mon sens. Donc, je ferme cette parenthèse-là. Je disais, je suis en train de craindre que M. Denis Kadima soit présenté ou entériné même pas. Parce que déjà, par exemple, le professeur Mbaga, qui est président de la commission PAJ, en tout cas, c'est pas possible que le travail puisse déjà commencer au niveau de la commission PAJ par rapport à l'analyse du cheminement de la procédure que finalement puisse aboutir à l'entérinement de Denis Kadima. Certainement. Pourquoi je dis cela? Parce que si Denis sera entériné par la chambre basse du Parlement, qui va suivre la procédure, certainement. Non, je parle d'analyse. Oui. La seule crainte que j'ai, que ça puisse bloquer la machine au niveau de l'enterrement, c'est le fait qu'il y a d'autres groupements de l'Union sacrée qui sont sceptiques par rapport à la proposition de la la partie qui est avec Moïse Katumbi. Katumbi, avec plus de 80 sièges déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà ma crainte au niveau de l'enterrement. Mais si nous allons nous plier dans la vision du chef de l'État, relativement à l'Union sacrée, il est fort probable et très possible que Denis Kadima soit. Mais ça sera quoi le problème au fond? Parce qu'à mon sens, je ne pense pas que l'Église catholique et les CC, sans ces 2 communautés folles, ou soit assez politisées, jusqu'à créer des menaces, des morts et le reste, pour chercher à dérouter ou à récuser Denis Kadima. S'il arrivait que... Vous prenez même l'idée de Christian Kabouya, qui a parlé de la politisation de l'Église catholique par un bon. Il est difficile, à mon sens, pour moi, de dissocier l'Église, surtout catholique, de la politique. Ça, je vous le dis honnêtement, partout au monde. Saint-Chose a parlé de la mission prophétique de l'Église catholique dans la société. Prophétiquement politique de l'Église catholique dans la société relativement à son influence. Même numériquement, pardon. L'Église est très influente. Je disais, mais ça sera quoi la crainte, ou ça sera quoi la désolation qu'on aura au fond? Je ne pense pas, je disais, que l'Église catholique ni l'Église de remède du Congo soit folle autour de la personnalité de Denis Kadima. La compétence ne vaut pas, mais la réputation peut embraser le pays. Voilà la plus grande crainte. On peut être compétent, je pense même dans votre boîte RTIV, mais moi je pense que l'éthique, la probité sont des valeurs qui vont au-delà de la compétence. Denis Kadima compétent, oui. Mais situation d'accointance. La faculté des sciences sociales de l'Université de Lubumbashi. Par-dessus tout. Spécialiste en questions électorales.
Mais c'est quoi, en fait, qu'on lui reproche qu'il puisse faire, qu'on ne puisse pas l'aligner? On a parlé des accointances par ici. On a parlé de... Vous savez... Le docteur Bergeron parle du choix qui doit se faire selon les lois de la République et non sur base de la personne. Non, mais vous savez, la personne peut influencer les lois de la République. Les acteurs politiques, pourquoi est-ce que nous disons qu'en RDC aujourd'hui, quoique nous avons toute une belle panoplie de lois, mais nous sentons que nous sommes dans une injustice, l'état des droits est boiteux. Pourquoi on dit cela? Parce que les acteurs qui sont appelés à concrétiser cette loi-là, à mon sens, sont partagés par rapport aux intérêts. Voilà ce qui est reproché également à Denis Kadima. Je ne veux pas rentrer dans cette bouillabaisse analytique faite par mon co-débatteur qui parlait de cette tendance-là, qui à mon sens est tellement superfétatoire. Mais je parle plus des accointances, je parle de la réputation, je parle également de l'indépendance à mon sens qui est remise en cause. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement? Je vous l'ai dit par ici. Je crains que Denis Kadima, je dis bien je crains, je pèse mon raisonnement, qu'il soit entériné parce que par ici, on ne supporte pas l'autre son de cloche. Vous voyez au fond, nous voulons tous évoluer dans un même sens, nous voulons étouffer la résistance ou l'opposition, nous voulons tous regarder dans la même direction. Mais cela a une conséquence néfaste sur la traçabilité, la limpidité des résultats des élections de 2023. La redevabilité. Mais de ce point de vue-là, je pense que le régime en place a beaucoup plus de redevabilité envers le peuple, à mon sens. Mais seulement, le problème est au niveau de l'action. Mais je sens déjà le chef de l'État et une bonne fourche de membres du gouvernement être disposés à rendre de compte certainement au peuple congolais. Mais la coquille est jusque-là vide. Alors, M. Mbangou, c'est quoi en termes, pour fermer ce registre, cette première question et aborder la deuxième partie de ce magazine? Qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui par rapport à la question civile? Ce qui est faisable est d'oublier Kadima. Il faut le mettre à la poubelle. Et d'ailleurs, le représentant de l'ECC l'avait dit. Parce que mon co-débatteur de l'IDPS a parlé des critères. Il avait dit sur RFI que parmi les critères, il était dit aucun candidat ne sera considéré comme étant des vies et des morts. Comme ils le font ici, même sur ce plateau. C'est Kadima ou rien. Donc pour lui, c'est Kadima ou rien. Mais c'est ce qu'il dit sur ce plateau. Il va tomber même plus bas. Et heureusement, vous l'avez récupéré, nous l'avons retourné sur la bonne voie, en disant que nous parlons nation. Quand Roussal avait été réquisé, personne ne savait Roussal était de quelle origine. Et maintenant, lorsqu'on réquise Kadima, on veut nous plonger dans une fibre qui divise la nation, ça ne passera pas. Et d'ailleurs, les Congolais savent que nous sommes tous Congolais et indivisibles. Notre problème, pour le moment principal, notre malheur, notre problème, notre difficulté, c'est l'homme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que nous voulons dégager en 2023. Non, je l'aime bien plus que mon co-débatteur qui a mounéré. C'est pourquoi quand j'interviens, vous trouverez que je suis en train d'aider Tshisekedi à revenir sur la bonne voie pour satisfaire les peuples. Mais lui est en train de vouloir le tromper, il est sur la bonne voie, il est ailleurs, il a un déphasage avec les peuples. Entre lui et les peuples, lui est au ciel et les peuples sont en enfer. Il n'y a pas de relation. Et on est en train de dire que ce qui est faisable, c'est tout simplement mettre Roussal à côté. Kadima, pas Roussal plutôt, Kadima à côté. Pourquoi? Parce qu'il a été dit noir sur blanc par les chefs de confession religieuse. Pas question de candidat de vie ou de mort, non. Tout candidat peut être réquisé à n'importe quel moment. Et si, en évoluant avec le processus, on arrive à un certain moment, on se rend compte que non, notre compatriote ici, nous avons trouvé qu'il a des relations très avancées avec des régimes en place. On ne peut pas le laisser. Et quand il se met tout simplement à révéler cela à la nation, vous allez trouver que nos compatriotes qui sont dans l'IDPS, ils se mettent à s'agiter dans tous les sens. Les autres sont prêts même à aller consulter Dieu au ciel pour que Malonda soit maintenu. Or, Malonda ne sera pas maintenu. Et le peuple est déjà déterminé à pouvoir barrer la route à Malonda. Si les gens... comment les routes de Malonda à pouvoir barrer la route à Kadima. Et si les gens de l'IDPS aujourd'hui, qui soutiennent Kadima comme étant leur candidat, pensent que nous allons les laisser, ils se trompent. Et d'ailleurs, nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est quoi? Nous sommes en train d'observer. Il y a une ligne rouge que nous avons déjà fixée. Une fois, ils nous osent tout simplement entériner Malonda au niveau de Kadima entériner. Non, ce n'est pas une menace. Ce n'est pas une menace. C'est tout simplement une mise en garde. Et nous, comme
citoyens, nous avons ce devoir citoyen de mettre les élus en mise à garde pour leur dire, une fois ils osent tout simplement entériner quasiment, c'est en ce moment-là que la République tout entière, et même mon frère qui a brûlé dans la rue, pour dire non, non pas la séance brûlée. Lorsque nous avons réquisé Malonda, nous étions dans la rue. Est-ce que nous avons brûlé la République? Nous n'avons pas brûlé la République. Nous n'avons pas brûlé la République. Nous sommes pacifiques. Quand nous disons que nous allons descendre, dans tout ce que nous faisons comme manifestation, à qui comme à Lubumbashi, il y a jamais même des morts. Alors, pour dire que nous sommes pacifiques. Docteur Bergeron, on entend parler de co-débatteurs, le problème c'est le nicadiment. Pour raison de paix, est-ce qu'il n'est pas important de nous mettre de côté et que les autres confessions la proposent quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis en fait mal placé estomaqué pour répondre vraiment à une telle allégation? Pourquoi Kadima n'est pas produit de l'huile de presse. Kadima c'est un produit de confession religieuse. Vous êtes sans ignorer que l'ECC a déjà dirigé la CENI. L'Église catholique a déjà dirigé la CENI. Aujourd'hui, c'est le tour des kimanistes qui sont porteurs de Kadima. Proche de l'huile de presse. Mais j'ai dit cette question-là, sur ce plateau, aucun de mes co-débatteurs m'a montré noir sur blanc que voilà, qu'est-ce que vous attendez par acquaintance? Soit vous nous trouvez dans une même photo. Vous dites, ah, nous avons trouvé ici, sur la même photo. Il y a déjà acquaintance. Ce ne sont pas là. Amenez des frères. Nous disons que nous sommes en République. Je vous accorde tout ça le continuer. Selon les enquêtes menées par médias étrangers ou certains médias crédibles pays dont Solidarité pour aider, selon ces informations, Denis Kadima avait été recruté l'intervalle de 2019 à 2020 comme étant expert en matière électorale à la présidence de la République. C'est peut-être ça qui fâche certaines autres confessions. Quelqu'un qui a travaillé pour la présidence de la République pendant 2 ans comme expert en question électorale n'est pas mieux placé pour diriger l'institution CENI pour raison d'indépendance. La CENI, c'est pas l'institution de la République. D'appui à la démocratie qui nécessite une démocratie. Et quand si vous dites aujourd'hui qu'il a été recruté, donc il a été recruté pour quoi? Comme étant expert en question électorale. Mais maintenant il est choisi là-bas, il est choisi comme. Mais vous avez demandé de preuves. Non, ça ce n'est pas une preuve. C'est quoi alors? Ce n'est pas une preuve qui crée la compétence. Voilà, il y a une très grande différence lorsque, selon mes compétences, selon mes services, je suis invité à pouvoir aller aider. Pas être membre du gouvernement, pas être membre d'un parti politique. Toujours dans ma qualité. Toujours dans ma qualité. Société civile, comme il est là, on l'appelle pour aller répondre, prêter ses services dans le domaine électoral. Et c'est là où on appelle ça appétence. Sous l'autorité de ce qu'il faut préciser. Mais tu sais, monsieur, soyons logiques. Le président de la République, il est le symbole de l'État. Il est le symbole de la nation. Celui qui représente tous les peuples congolais. Quand il appelle quelqu'un, il ne l'appelle pas comme état Tshisekedi. Il appelle en tant que président de la République, en tant qu'institution de la République. C'est pourquoi nous les réquisons, parce qu'il avait appelé ses côtés. Nous les réquisons. C'est déjà une preuve que vous nous donnez. Attendons-nous, laissez-moi terminer. Or, lorsque Tshisekedi sera candidat, il ne sera pas candidat en tant que président de la République. Il sera candidat en tant que citoyen congolais. Avec quelqu'un qui a été son expert à la présidence, il n'y a pas de problème. Ça ne pose il n'y a pas de problème. Ça ne casse pas les canons. Et je vous dis aujourd'hui, je vous ai donné seulement un élément très clair en disant, nous ne sommes pas encore en 2023. Arrivé en 2023, je pense qu'on aurait à changer la loi pour dire que tout celui qui va postuler comme président ne puisse pas avoir des relations ou des acquaintances dont ils ont parlé avec le président de la CENI. Dans la dernière minute, vous parlez toujours dans votre intervention d'une triade, quelque chose comme ça qui bloquerait le processus, qui aurait des gens la question de la CENI. C'est quoi? Je vous dis, il y a déjà ce que moi j'appelle la triade de mauvaise foi, la triade de blocage des élections. Et cette triade est composée de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Vous avez Lamuka
de Martin Fayulu et Moussito. Et enfin, vous avez Amowo et la Senko. Vous le savez très bien que depuis la nuit de temps, les aides qui venaient du Vatican ont été coupées. Et l'Église catholique vit à la solde des assises telles que dialogue, consensus. Ça, c'est une insulte envers. C'est ce qui fait que aujourd'hui là, il faudrait qu'il y ait pas. En tout cas, je vous donne ça, c'est une carte sur table. Il faudrait. Laissez-moi terminer les choses. Cette matière est très importante pour les Et vous appelez ça matière. Comme on ne veut pas qu'il y ait des élections en 2023, ils ont créé, ils vont crier. Il faut qu'il y ait des élections en 2023. Il ne faudrait pas qu'il y ait glissement. Mais quand vous voulez qu'il n'y ait pas de glissement, la CENI n'est pas composée seulement du président de la CENI. La CENI est composée de presque 15 membres. Et vous avez. Non, ce n'est pas le président. C'est la plénière. C'est la plénière qui a le dernier mot. Voilà. Et dans cette triade, vous avez entendu l'ensemble qui vous dit si l'Église catholique, si on n'a pas encore choisi le président de la CENI, nous aussi on n'en va pas nos membres. Or, l'envoi de la désignation des membres politiques, ça n'a rien à voir avec les membres de confession religieuse. C'est-à-dire que chaque composante de sa façon amène des membres de manière indépendante, de manière indépendante. Mais si aujourd'hui on va se dire, pour faire ça, il faut que les autres fassent. Pour faire ça, c'est ça ce que nous appelons la triade des blocages des élections, pour qu'on aille à la table des négociations, afin que ces bons offices-là soient peut-être confiés à l'Église catholique. Cette fois-là, ils vont s'attirer de perdiens, mais ainsi de suite, et l'Église trouvera son financement. Alors, M. Jérémy, vous demandez de la parole, je vais réagir dans les régimes, mais ma question peut y passer autour de ce que vous faites comme bilan de son premier jour de Saint Marie à la tête de la primature. Merci beaucoup. Je pense que je fais ma petite réaction rapidement et puis je réponds exactement à la question. Bon, je ne sais pas, je souhaiterais que mon co-débatteur, le docteur, puisse également soigner son analyse, premièrement, avant de soigner les patients. Parce que tout ce qu'il étale ici comme, je ne sais pas comment appeler ça, c'est des vérités toutes fausses, là, quand il parle de l'Église catholique, certainement. L'Église catholique qui la papauté, arrêté Rome, tout le reste, tout ça. Vous oubliez que la qualité de l'enseignement fonctionnait grâce à l'Église catholique, les écoles conventionnelles. Voilà. Donc l'Église catholique a son système. Avec les écoles fictives. S'il vous plaît. Non, mais attendez, un peu de respect. Gratuité de l'enseignement avec les écoles fictives. Un peu de respect. Vous ne connaissez pas les règles du problème qu'il y a aujourd'hui entre l'Église, l'enseignement et les présidents de la République. C'est lié aux écoles fictives. Là, je ne vais pas entrer dans ces. Je ne vais pas introduire ce sujet dans ce débat puisqu'il s'agit de la désignation du président. Docteur, soignez également vos émotions, docteur. Vous êtes docteur. Je pense que vous devez être plus exemplaire. Ça sont des choses sérieuses. Voilà, merci beaucoup. L'Église catholique a son fonctionnement financier qui n'a rien à voir avec cette panoplie de fausses vérités que vous avez essayé d'étaler par ici. Deuxièmement, on vous a parlé des accointances entre Deli Kadima et le chef de l'État. C'est vrai, je n'en avais pas personnellement, mais j'ai apprécié cette accointance, ou soit vous ne savez pas ce que ça signifie accointance, quand vous dites qu'il a été appelé par la présidence de la République pour servir au niveau des questions électorales, expert effectivement, c'est un service rendu, servir la présidence. Mais regardez ce qui se passe avec l'IGF. Aujourd'hui, Jules Alimete, pour preuve, se permet de dire qu'au fond la justice est à double vitesse. Parce que, rappelez-vous de l'audit qui a été monté au niveau de la République par les inspecteurs de l'IGF. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Quelle en est la suite? Pourquoi? Parce que l'IGF a pour tutelle la présidence de la République. Nous sommes en RDC, même si nous allons dans les plus grandes démocraties. Quand vous avez une institution, c'est que vous êtes subordonné à cette dernière. Donc pour dire, quand on dit que Deli Kadima est monsieur, voilà, qu'est-ce que ça signifie expert au fond par-dessus? C'est qu'une compétence. Nous parlons de la réputation. On apporte son expertise pendant un moment. Certainement. Est-ce que vous savez que ça se paye? Et puis ça m'étonne quand le docteur, la personne de Félix, la présidence, la différence. C'est quoi? Vous voulez parler de la confusion des sectes des anges? La présidence est gérée par Félix Antoine Tshisekedi qui est répondant. On ne peut pas dissocier. C'est vrai, c'est de la politique, de la démagogie. Quand vous cherchez à dissocier le chef de l'État et la présidence de la République, il est évident qu'en 2023, il va se présenter comme individu, mais président en exercice. Il a
influence même sur les élections, qu'on ne puisse pas se voler la face. Je ferme cette parenthèse-là, moi je ne voudrais pas verser dans cette Voilà, je réponds à la question. Sur le bilan récemment, 100 jours après, aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense que ce gouvernement a un programme de 15 piliers et 67 axes, premièrement. Et le premier pilier repose sur la pacification de la partie est du pays. Et si vous regardez bien ce gouvernement, le programme du gouvernement Sama Lukonde est une copie-collée du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba. Vous connaissez ça? Certainement, Sama Lukonde l'avait également reconnu que la République a ses priorités, je ne peux pas en inventer, raison pour laquelle vous sentez qu'il y a une continuation. Voilà. Mais c'est une stupéfaction, une folie sur une étendue de 2 300 000 km² dans un État qui fait 80 fois la Belgique, 4 fois la France, pour ce gouvernement avec un budget en souffrance, que l'on puisse chercher à palper les résultats dans 100 jours. Quelle folie, quelle anomalie! Pourquoi? Parce que tout ce qui est comme action gouvernementale doit être budgété par la Chambre basse du Parlement, chose qui n'a pas encore été faite. L'ordonnance autour des compétences ministérielles n'est pas encore promulguée. Voilà, dans 100 jours, parler du programme du gouvernement. On peut parler des remontées du point de vue de la fiscalité, le taux d'échange, le reste. Les devises en banque. Certainement. Mais je pense qu'au fond, entre le peuple et le gouvernement, celui qui doit plus sentir l'impact d'un gouvernement, c'est le peuple congolais. Aussi longtemps que le carburant coûte cher, aussi longtemps que les vivres frais coûtent cher, aussi longtemps que, certainement, aussi longtemps que la gratuité de l'enseignement, à mon sens, continue à être chimérique, aussi longtemps que la situation dans la partie Est est problématique, aussi longtemps que la situation coronavirus pose problème jusqu'à aujourd'hui, il sera aberrant d'une grosse folie que de jeter des fleurs à ces gouvernements. Et aussi longtemps que la plupart des membres du gouvernement sont nouvellement en fonction, on a vu dernièrement le processus de réduction de débit et de alliances aussi à mettre à l'actif du gouvernement Sama Lukonde. Parce qu'il ne reste que la signature d'un arrêté interministériel pour que cela soit appliqué. Monsieur José, je ne sais pas comment l'a rappelé, je ne voudrais pas qu'on puisse, faut pas qu'on puisse verser dans le chimérique. 90% de la population congolaise est dans une pauvreté aiguë. Et vous parlez de billets d'avion, alors qu'il y a des gens qui manquent 500 francs pour faire Katou-Baville, qui en manquent, qui font les pieds. Et le gouvernement nous parle des billets d'avion. Quel rêve, au fond. Pour chuter, il y a cette situation du FMI, certainement, qui ferait également la gloriole du gouvernement Sama Lukonde, 1,5 milliard, certainement. Mais c'est une dette qui doit se rembourser. Mais pourquoi ne pas se concentrer sur des recettes locales? J'avais félicité le chef de l'État quand il était dans l'entreprise KCC à Colombie. C'est la plus grande entreprise qui produit du cuivre en Afrique et dans le monde. Et d'ici 2042, cette structure va nous produire plus de 2000 milliards de dollars américains en RDC. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas changer des fusils de Paul, continuer à compter sur cette politique étrangère avec des organismes étrangers qui vont chercher une contrepartie, que de se concentrer sur les revenus locaux? Est-ce que le gouvernement peut changer des fusils de Paul? C'est plus nationaliste. D'accord. Alors, M. Diab, votre lecture ou votre bilan par rapport au gouvernement Sama Lukonde 100 jours après? C'est un bilan qui reflète les 2 ans et demi du pouvoir de M. Tshisekedi à la tête de la présidence. Et d'ailleurs, il y a un adage français qui le dit, il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, mais que de mauvais chefs. À partir du moment où vous avez un mauvais chef, un mauvais président de la République, pensez-vous que son gouvernement peut produire des résultats qui fleurissent? Non. Non. C'est pourquoi, lorsque nous nous mettons à analyser les photos du gouvernement, parce qu'il n'y a jamais eu d'action, les photos du gouvernement pendant ces 100 jours, on se rend compte que le peuple congolais est totalement oublié par ces gens. Ils ont eu comme projet phare, comme mission phare, état de siège pour rétablir la paix à l'Est. Pas plus tard qu'hier, le journal Le Monde nous a produit les résultats de cet état de siège. C'est un fiasco sans précédent. Un fiasco qui nous laisse avec les larmes aux yeux.
Bref, Et en dehors, le Massama est négatif ou positif? pas négatif ou positif, c'est un bilan de la honte, un bilan mortel. Et en dehors de la situation sécuritaire, lorsque M. Sam veut tomber dans ce que nous produisait M. Matata à l'époque, la situation macroéconomique, il doit savoir que 98% des Congolais ne savent même pas ce que signifie la macroéconomie. Également dans la lutte contre le collage des recettes. Et c'est encore de la poudre aux yeux. Mon co-débatteur de la société civile, et à qui je me suis beaucoup identifié aujourd'hui, l'a démontré ici. Quand à la présidence de la République, il y a surconsommation de l'argent du contribuable congolais, l'UGF, il met son nez. Automatiquement, elle reçoit une taloche, et l'UGF fuit, en se plaignant même. Là, c'est l'inspecteur général de l'UGF qui le dit, qui travaille sous autorité de sécurité, qui dénonce la République bananière où nous sommes, qui dénonce une justice à double vitesse. Ce n'est pas moi, résistant, c'est Alignetta qui l'a dit. Voilà, docteur Bergeron, c'est quoi votre lecture sur les séances de dessin c'est pratiquement ça la question que je vous pose avant qu'on va faire ce magazine. Merci beaucoup. Je pense que je suis personnellement touché parce que nous sommes en train de débattre une question éminemment importante avec les co-débatteurs qui n'ont pas une assise dans cette matière. L'évaluation, pourquoi 100 jours? Pourquoi 2 ans? Pourquoi ceci? Vous savez que lorsque qui veut bien châtie le mal. Et quand vous êtes dans un programme, tu vois, qui veut bien châtier dans un programme, il y a l'évaluation. L'évaluation ne peut pas s'attendre à la fin. On veut se donner une discipline qu'après 100 jours, nous devons évaluer ce que nous avons fait. Mais on veut que les voyages de 1000 km puissent être seulement cotés par 10 km. C'est pas possible. Il y a des indices sur lesquels on peut se poser pour dire est-ce que ces gouvernements, s'ils continuent dans cette lancée, est-ce que ça peut produire des bons résultats? Quels sont les bons résultats qu'ils ont déjà produits? Qu'est-ce qui manque? Et qu'est-ce que nous pouvons réajuster pour que les choses puissent être bien vues de notre peuple? Aujourd'hui, si on veut parler de flambée de prix sur le marché, tout et tout, je vous ai parlé tantôt ici quand j'étais en train de parler de la triade. Il y a des tueurs de ficelle. Aujourd'hui, les patronats, laissez-moi terminer. Aujourd'hui, les patronats, qui est notre fait, il y a des gens de mauvaise volonté qui ont vous dit, les gouvernements envoient ces émissaires là où on va payer les tonsons, les consorts, on double les prix. Et ce qu'on voit ici, les prix étaient parfois quadruplés, centuplés. Donc on ne sait pas comprendre ce qui se passe. C'est l'existence de services comme l'économie. C'est comme c'est ainsi. Des services qui doivent réguler même le prix sur le marché. Lorsqu'on a essayé de poser des questions par rapport à ça, vous-même vous avez une réaction. En tant que journaliste d'investigation, le chef de l'État a échangé avec le ministre de l'économie. Il lui a demandé de s'impliquer personnellement, obligé de s'impliquer personnellement pour qu'il y ait une réduction des prix sur le marché. Non, mais maintenant, en amont, il y a un problème et qu'en aval, il y a des solutions qui peuvent être. Voilà. C'est ainsi que j'étais en train d'analyser. 35 secondes. Les gouvernements auront des cantines populaires. Le gouvernement lui-même va utiliser les moyens, va payer ces histoires-là pour amener dans le marché. J'espère en promesse. C'est une nouvelle promesse. Mais si vous, les patrons, qui êtes appelés à pouvoir aider le gouvernement, à pouvoir aider le peuple congolais, puisque les peuples qui souffrent là, il n'y a pas que les gens du gouvernement, il y a également vos frères et sœurs qui sont là. Quand vous payez quelque chose à 10 $, vous voulez le revendre à 26 $. Vous trouvez ça normal?
Et ces questions, on va traduire certaines licences à certaines maisons pour que les gouvernements lui-même puissent avoir des calculs. J'accorde la parole à M. Jérémia. Je vous accorde une minute pour votre conclusion par rapport à ce qui a été traité aujourd'hui. Merci beaucoup pour cela. Mais moi, je pense qu'au fond, il faut qu'on sache faire la part des choses, honnêtement. Il y a cette situation de prix qui est une situation particulièrement économique et il y a cette décision gouvernementale qui est une situation parfaitement politique. Et moi, je pense qu'il y a des économistes qui me suivent. Il est vrai que dans certains domaines du gaz, du pétrole et le reste, l'État a le monopole de fixer le prix. Mais pour ce qui concerne d'autres produits, notamment les surgelés, certainement, ce qui concerne. Mais malgré cela, la plus grande possibilité de réguler cette situation, c'est de renforcer la production locale, qui aura une répercussion sur le produit intérieur brut et produit national brut, qui sur le marché va créer une déflation. Vous voyez? Donc c'est une situation assez économique qui n'a rien à voir avec toute cette sorte de démonstration qu'on veut nous faire par ici. Si l'État veut répondre à des situations sociales pour mettre fin à la famine en RDC, il faut plus booster la production locale, c'est la seule solution. Parlons de... Non, pas la semi, mais juste brosser un petit peu le gouvernement Samadou. Et je dis effectivement qu'il faut donner plus de chance à ce gouvernement. Et moi, je pense qu'aussi longtemps que... Non, ne faites pas ça, docteur. Et moi, je pense qu'aussi longtemps que ce gouvernement reste dans la conurbation des promesses, dans des appellations farfelues, warriors, et le reste... Des guerriers. Moi, je pense que le peuple ne va pas manger warriors ou guerriers. Le peuple a sa propre nourriture et pour laquelle le gouvernement doit plus s'appliquer pour lui faciliter la vie. Relativement à la SONI, la question ne doit pas être prise à la légère parce qu'elle a des répercussions sérieuses d'ailleurs sur l'échéance électorale pour 2023 et je ne voudrais pas également, comme je l'ai dit dernièrement sur ce plateau, que nous puissions verser dans des revendications assez farfelues qui bloqueraient l'évolution de la chose parce que 2023 c'est en face de nous. Moi je pense qu'en toute responsabilité, nous devons avoir des revendications assez fondées qui ne vont pas nous verser dans une manœuvre dilatoire qui permettra au pouvoir en place politiquement d'avoir raison de grignoter encore une année ou 2 ans de plus. Donc essayons d'être plus responsables pour qu'on ait des élections certainement apaisées en 2023. Et j'en appelle à la responsabilité du peuple congolais qui, s'il veut le changement, il doit refaire l'équipe gouvernementale en 2023. Alors, M. John, vous avez une minute pour votre conclusion. Les gouvernements Sama, comme le régime de M. Tshisekedi, font honte. Et j'ai encore été plus dans une grande honte en suivant les propos de mon co-débatteur de l'IDPS. Comment on peut comprendre dans un pays où on a soi-disant des autorités, depuis l'avènement de M. Tshisekedi au pouvoir, ils ne sont là que dans les jérémiades qui sont encore produites sur ces plateaux par mon co-débatteur. Ils avaient commencé par les FCC de bloc. Et ici sur ce plateau, mon co-débatteur se permet, sans avoir froid aux yeux, de dire que non, selon lui, IDPS, c'est la Senco qui bloque, c'est l'ensemble du président Katumbi qui bloque, c'est... il arrive même au point de dire que non, si la situation économique, le prix, bouge encore à tout moment, c'est la fête qui bloque les actions de Tshisekedi. Mais écoutez, mon Dieu, les actions d'un président de la République bloquées par une simple fête. Si j'étais Tshisekedi, à la minute, je démissionne. Je démissionne pour arrêter de faire honte à la République. La minute de démission. Non, 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 je ne peux pas faire ça. Si j'étais président, je démissionne. Un président de la République, ses actions, un gouvernement, ses actions ne peuvent pas être bloquées par une structure qu'on appelle FEC. C'est le gouvernement qui a toujours eu les derniers mots sur toutes les actions au niveau de la République. Et c'est pourquoi, en ce qui concerne la CENI, nous sommes en train de beaucoup plus mettre l'accent sur le fait qu'on doit avoir un président consensuel, on doit avoir une loi électorale consensuelle. Pourquoi? Parce que le peuple congolais, avant même de monter sur ce plateau, m'a dit qu'il faut savoir que ce que nous voulons est que nous 2023, c'est qu'il est à tes pouvoirs. C'est ça le message du peuple. Et pour partir, on doit avoir une CENI réellement indépendante. D'accord. Docteur Bajerand, votre conclusion. En une minute, on va faire M. Magazine. Merci beaucoup. Le peuple congolais nous a suivis en long en large et le peuple congolais
est tellement mature pour faire la différence. Je l'ai dit, les gouvernements Samuel Condé, c'est un gouvernement qui essaie de d'espérer confiance. Nous devons leur donner de la chance à ce que tout ce qu'ils ont pris comme initiative puisse aller de l'avant. Deuxièmement, nous disons qu'il y a une triade de blocage du processus électoral en République démocratique du Congo qui est constitué par l'ensemble de la République, la CECO de Abongo et la Mouga de Martin Fayulu et Moussito. Qu'ils montrent, qu'ils pleuvent ou qu'il neige, les législateurs congolais avaient déjà prévu tous les mécanismes pour sortir de l'impasse. Si les confessions religieuses ont échoué à nous donner un seul candidat, la commission paritaire va faire son travail et cette commission va étudier les PV de tous les candidats et l'un des 4 matins, la fumée blanche va sortir au niveau de la CENI. Nous aurons un président de la CENI qui sera intérimaire, peu importe, et les élections auront bel et bien lieu en 2023. Les gens qui créent les élections et qui sont en train de dissiper des mensonges, ils seront surpris. Ce magazine se referme. Merci à Marcel Mouna et Pierre Wabéa pour la réalisation. Merci à Dr Bergeron qui représentait l'UDPS, Jérémy Arva, il est de la société civile, analyste de questions politiques, Monsieur Mangou et résistant. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve le dimanche prochain avec le même plaisir de vous servir. Nous passons également à rediffusion lundi à 14 h, mais aussi sur toutes nos plateformes numériques. D'ici à ce que l'on se retrouve, portez-vous bonjour. Au revoir.